Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on voulait vous faire un petit point dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière sur les procurations, les pouvoirs. J'avais pour idée de reprendre le sujet de la chaîne de pouvoir et comment il faut la structurer, mais je pense qu'il faut d'abord faire un point sur la forme authentique ou non des procs et qu'est-ce qu'on vérifie dans les statuts, l'identité du délégant. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui et la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra s'attaquer à ce fameux truc que je voulais faire depuis la semaine dernière, de s'attarder sur la chaîne de pouvoir, surtout quand il y a une société qui est associée d'une société et comment on doit la formuler. Qu'est-ce qu'on a comme réflexe rédactionnel chez Révorion là-dessus. Commençons tout de suite donc avec cette petite page Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, nous c'est notre petit dada, on adore travailler dessus parce que ça fait des couleurs, voilà. Avec Sonia, on aime les stabilos et les couleurs. Je pense que dans le notariat, on n'est pas les seuls, hein. Donc je vous ai fait une page Notion et on va passer tout de suite dessus pour visualiser un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis comme ça, vous pourrez l'avoir gratuitement toujours sur les fiches réflexes sur Révorion, donc révorion.fr, hein, vous allez voir, et il y a plein de choses disponibles gratuitement. Commençons. Donc, la fiche est très simple, hein. Y a pas, je voulais pas faire une vidéo trop longue cette semaine pour voir si c'est peut-être un petit peu mieux. Je pense que la semaine dernière, j'ai perdu les gens qui aiment pas écouter trop longtemps. Il y en a qui adorent, hein. Moi, je pourrais vous parler pendant 1 heure de comment faire un bail amphithéotique, mais voilà, on va faire une version courte aujourd'hui et on verra si vous préférez. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs si vous voulez. Donc, premier point que je voulais voir avec vous sur voilà, est-ce que le notaire, j'ai appelé ça, est-ce que le notaire doit sécuriser une délégation et pouvoir. Mais le premier point que je voulais voir, c'est reprendre le sujet de qu'est-ce qui doit être authentique obligatoirement ou non sur la délégation. Ça m'a en plus franchement permis de me rappeler cette histoire que l'hypothèque conventionnelle, donc je vous spoil tout de suite, c'est l'hypothèque conventionnelle, on ne peut pas la faire en SSP. Donc si la sûreté du prêt, c'est une hypothèque conventionnelle, ce qui arrive, hein, parce que faut pas oublier que quand on est dans une vente, qu'on a un prêt d'une banque et que la banque s'assure, la sûreté de son prêt est une hypothèque légale de prêteur, mais aussi une hypothèque conventionnelle, éventuellement, je sais pas, sur un autre bien ou oui, ce qui n'est pas impossible sur un autre bien. Et ben l'hypothèque conventionnelle, c'est warning, on fait une procuration authentique. Du coup, je reviens au principe quand même, parce que je ne vous ai pas expliqué le principe avant. C'est que quand on est face à un acte de prêt, un acte de vente, c'est le principe solo consensus en droit français. La validité n'est pas impactée par le caractère SSP ou non, ou même écrit ou non de l'acte. Donc, le prêt et la vente IMO n'impliquent pas obligatoirement l'authenticité, donc le passage devant notaire. Ce qui impacte la délégation, puisqu'elle suit le principal, la délégation est libre et peut être en SSP par principe, quand on est devant un acte solo consensus. Sauf donc, parce que ça suit la sûreté aussi, donc si dans un prêt on a une sûreté avec une hypothèque conventionnelle, je viens de vous le dire, là on est en authentique. En revanche, pour l'hypothèque légale, c'est bon. Le SSP suffit parce qu'en fait, elle naît de la loi, l'hypothèque. Et du coup, la validité n'est pas impactée par le fait par la forme de l'acte, puisque ça naît de la loi. Donc en gros, là, avec une hypothèque légale et qu'une hypothèque légale de prêteur de deniers, enfin, quelle que soit l'hypothèque légale, je veux dire, mais si c'est une hypothèque légale de prêteur de deniers en sûreté, on peut passer une proc SSP. Mais si en plus on a une hypothèque conventionnelle dans notre prêt, la proc doit être authentique. Voilà, c'était le petit point que je voulais rappeler. Moi, ça m'a fait du bien de me le rappeler et je pense que il faut quand même faire assez gaffe à ce sujet. J'en viens au sujet principal de cette vidéo que je voulais voir avec vous, qui sont les vérifications qu'il faut faire sur les statuts et sur les personnes en amont d'une proc. Le premier point, c'est le sujet de vérification de l'objet social. Il faut bien rappeler que le gérant ne fait que accomplir des actes de gestion, on a tous compris, et donc il l'accomplit dans le cadre de l'objet social.
Donc, bien lire son objet social, c'est la première chose hyper importante quand on ouvre des statuts et quand on doit faire une délégation. C'est vérifier que dans l'objet social, il y a expressément prévu la vente de l'immeuble ou l'acquisition de l'immeuble, enfin ce que le gérant doit passer comme acte. On rappelle pourquoi est-ce que ça doit être express. Étant donné qu'une vente ou une acquisition, vous avez compris, est un acte de disposition, ce n'est pas un acte de gestion que le gérant peut accomplir comme ça. Et donc, si c'est pas prévu expressément dans l'objet social, c'est-à-dire que les associés ont par principe donné pouvoir, il faut une décision collective obligatoire. Je rappelle pourquoi c'est important, parce que sinon, les co-associés pourront engager la nullité de l'acte. Et en tant que notaire, on se doit de vérifier, de s'assurer de l'efficacité de nos actes. Et donc, ça, c'est un point hyper important à vérifier. Petit point d'attention, ça là, moi j'avoue que j'avais pas le réflexe. Quand on a une SCI souvent avec la vente d'un immeuble qui réalise l'objet social, c'est-à-dire que le principe de la SCI, c'est de gérer tel bien et s'il est vendu, bah, il n'y a plus d'objet à la société. Ça engendre de plein droit une dissolution de la société. Et ça, c'est une décision collective. Voilà, petit warning, pas de refus, je trouve, parce que je l'avais pas forcément en tête, ça fait du bien de se le rappeler. Deuxième gros point d'attention, et pas des moindres, c'est les clauses limitatives de pouvoir. Les clauses limitatives de pouvoir, c'est le deuxième gros truc à vérifier. Enfin, entre-temps, on vérifie qui est gérant dans les statuts, parce qu'en général, on a l'objet social, ensuite on va voir qui est gérant et qu'est-ce qu'il a comme pouvoir. Si c'est marqué dans les statuts, sauf s'il faut récupérer une assemblée générale de nomination, mais bon, vous m'avez comprise. Deuxième gros sujet, c'est les clauses limitatives de pouvoir. Pourquoi on doit les vérifier? Parce que la Cour de cassation a dit en 2018 que le co-contractant peut invoquer le dépassement de pouvoir. Parce que vous le savez, quand on lit cette phrase, là, il y a toujours marqué que, en principe, les clauses limitatives de pouvoir ne sont pas opposables au tiers. Donc on se dit toujours, bah pourquoi on vérifie puisque c'est pas opposable. Sauf qu'en fait, la Cour de cassation est venue foutre un peu le bordel, puisque le co-contractant, donc l'acquéreur ou le vendeur en face, va pouvoir invoquer ces clauses limitatives de pouvoir pour éventuellement rendre l'acte invalide. Ça peut affecter la validité de l'acte. Et donc toujours, quand ça peut affecter la validité de l'acte, le notaire vérifie. Et donc, on ne se limite pas à la vérification du CABIS, ni pour... Enfin voilà, il faut vraiment vérifier ces clauses limitatives de pouvoir. Petit warning encore que j'avais pas forcément en tête, mais en travaillant la vidéo, bah voilà, je trouve que c'est un bon point pratique. C'est quand on a une co-gérance dans une société, il faut s'assurer que le co-gérant n'est pas en opposition connue, enfin en opposition en gros, du gérant qui signe. C'est-à-dire qu'un seul co-gérant a évidemment les pouvoirs, il n'a pas besoin d'avoir son deuxième gérant pour valider son pouvoir, donc il peut représenter la société tout seul. En revanche, en tant que notaire, on doit s'assurer que le co-gérant d'à côté n'est pas en opposition connue avec le gérant. Auquel cas, ça invaliderait le pouvoir du co-gérant. Et donc, il est de bonne pratique, et c'était conseillé dans une revue notaire spécialisée qui est très bien. La bonne pratique, c'est de mentionner l'absence d'opposition dans nos clauses. Donc nous, chez Réverion, on va le mettre dans notre clausier. Quand on a un co-gérant, on va mentionner une petite phrase en disant que le co-gérant s'engage à déclarer que son co-gérant à lui n'est pas en opposition d'intérêt. On ne va pas non plus faire intervenir le co-gérant, ce serait quand même exagéré. En revanche, il prend ses responsabilités et là, ça dégage la responsabilité du notaire. Donc c'est une bonne pratique rédactionnelle, c'est toujours ce qu'on cherche chez Réverion, de toujours faire attention à pourquoi on rédige les choses et comment. Dernier point de vérification, qui n'est pas rédactionnel mais qui n'est pas des moindres. Le gérant, le représentant qui va intervenir à l'acte, même si c'est une société, on doit obligatoirement obtenir son titre officiel d'identité et s'assurer qu'il est en cours de validité. De toute manière, quand on a une carte nationale d'identité ou un passeport sous les yeux, mon passeport ça arrive moins, mais carte nationale d'identité, moi ça m'est arrivé des milliers de fois, enfin j'exagère, mais ça m'est beaucoup arrivé d'avoir une carte nationale qui n'est pas valide. Parce que les gens ne reconduisent pas leur carte d'identité. Moi, la première, je suis pas sûre qu'elle soit valide, la mienne, mais c'est pas grave. Mais juste, nous, on se doit de
la conserver au dossier et d'avoir l'original sous les yeux. Je vous le rappelle, du coup. Première chose à vérifier, c'est son caractère valide. La deuxième chose à vérifier, c'est la concordance de la personne. Bon, ça, c'est le notaire en signature, mais voilà, il faut vraiment vérifier, c'est important. Sinon, on n'a plus lieu d'être. Le KYC, ça s'appelle, c'est le Know Your Customer du notariat. C'est le truc important quand même du notariat. Et donc, il faut quand même qu'on s'assure de bien faire attention à la vérification de l'identité de la personne qui vient signer. Voilà nos petits points d'attention que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reprends donc. Le warning, c'est hypothèque conventionnelle égale acte authentique solennel, obligatoire, et donc délégation authentique également. Sachant que l'authenticité, on peut la délégation, on peut maintenant la faire de manière authentique, mais en visio, ce qui est quand même super bien. Donc, ça pose pas un grand problème, mais il faut quand même pas oublier que c'est un acte authentique. Et deuxième gros point à rappeler, c'est dans les statuts, on vérifie l'objet social. Si la vente, elle n'est pas expressément prévue, on fait une assemblée générale. On vérifie les clauses limitatives de pouvoir. Et pareil, si c'est pas expressément dedans, on fait une assemblée générale. Et tout ça, c'est la responsabilité du notaire. Et enfin, on vérifie évidemment l'identité. Bon, ça, j'imagine que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais on vérifie toujours l'identité, même du représentant de la société. J'espère que cette vidéo vous a plu. On reste à disposition avec Sonia pour vous aider et pour vous accompagner dans vos besoins. Voilà, chez Revorion, ça avance tous les jours. On travaille d'arrache-pied avec Sonia pour vous faire des modèles d'actes, pour que le closier soit bien structuré, qu'il soit surtout toujours à jour. Et on a développé les agents IA qui arrivent et qui sont... en gros, l'idée, c'est qu'on les a très bien promptés. On a essayé de faire quelque chose avec beaucoup de données, mais très spécifiques au notariat, très pratique. Voilà, machin. Là, on lui a donné de la masse, on lui a donné de la data pour que tout de suite, il sache comment vous répondre. Et c'est pas mal, franchement, dans la pratique, ça aide pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et on reste à disposition. Bonne journée!